Bonjour, on vient d'écouter un extrait de U Wellste Lust, le chœur des prisonniers de l'opéra Fidelio, le seul opéra composé par Beethoven en œuvre de 1805. Bienvenue à cette rencontre webinaire proposée par l'Institut Jacques Delors et la Fondation Gulbenkian, Penser l'Europe unie avec Beethoven. Cette année, nous célébrons les 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven, un compositeur pour qui le rêve d'un nouveau monde était sa grande inspiration. Au mois de juillet, tous les ans, la Fondation Gulbenkian célèbre ce qu'on appelle le jour du fondateur, un jour dédié à Kalous Gulbenkian, notre fondateur et philanthrope arménien. Cette année, le 20 juillet, était une journée particulière parce que c'était la première rencontre de l'équipe de la Fondation après le confinement. La journée a été marquée par deux moments importants. L'octroi du prix Gulbenkian pour l'humanité à la jeune activiste Greta Thunberg et par un concert le soir avec l'orchestre Gulbenkian. Le programme choisi pour cette nuit d'été était la symphonie numéro 5 de Beethoven. Je trouve ces deux moments importants, bien chargés du point de vue symbolique. Le compromis de la Fondation Gulbenkian avec les nouvelles générations, avec un avenir durable et vert, et l'envie de célébrer avec la musique le retour, au moins à ce moment-là, à la vie normale. Nos invités aujourd'hui sauront parler de Beethoven mieux que moi, mais son souhait de renouvellement dans monde mieux, un souhait exprimé dans son œuvre reste une source d'inspiration pour le rêve européen, un rêve ancré dans l'espoir d'un espace partagé, accueillant, humaniste. Les lumières qui ont conduit la vie de Beethoven restent d'actualité. Et pour apprendre un peu plus sur ses rêves, nous avons invité un panel de luxe que je veux saluer. Monsieur Bernard Fournier, musicologue et l'auteur de ce formidable ouvrage Penser l'Europe unie avec Beethoven que l'Institut Jacques Delors vient de publier aujourd'hui. Georges Cheminet, président fondateur du Centre européen de musique et musicien, chanteur baryton, et Rui Villanelli, musicologue, mon estimé collègue et directeur du programme culture de la Fondation Gulbenkian, à qui je remercie d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Je veux laisser également un mot de remerciement à l'Institut Jacques Delors, Sébastien Maillard, son directeur, son équipe, Mathieu Meunier, pour cette belle collaboration. Donc, excellente rencontre et Sébastien, you have the floor. Merci, cher Miguel, pour ces mots d'accueil. En effet, et merci à ta fondation de la Gulbenkian que tu diriges à Paris, d'avoir accueilli si volontiers cette idée d'organiser un webinaire autour de Beethoven et l'Europe. Pourquoi cette alliance peut être un peu inattendue de notre part? Bien sûr, et tu l'as dit, 2020, c'est l'année du 250e anniversaire de la naissance de ce géant de la musique. Et bien sûr, on le sait, l'hymne choisi pour l'Union européenne est la célèbre Ode à la joie que Beethoven a composée. Ce ne sont là, je dirais, que des prétextes pour remonter la vie de Beethoven, pour y trouver l'inspiration que notre continent a pu lui procurer. L'occasion aussi de reparcourir toute son œuvre musicale et d'y déceler non seulement des inspirations provenant de divers pays, de diverses traditions, mais surtout de déchiffrer dans sa musique même un message qui fait écho à celui du projet d'Europe unie. D'y retrouver des éléments du processus européen, lequel, comme le répète à l'envi, si je peux citer notre fondateur Jacques Delors, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et je crois que la musique de Beethoven n'est jamais, en tout cas très rarement, un long fleuve tranquille. Pour, en tout cas, nous en parler avec beaucoup plus d'autorité et avec beaucoup d'enthousiasme, je remercie à mon tour nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Miguel l'a cité, Bernard Fournier, musicologue, qui est féru de Beethoven depuis le plus jeune âge. Il est l'auteur d'un génie de Beethoven qui est paru chez Fayard en 2016 et il est notamment spécialiste de ses quatuors. Merci à vous, cher Bernard Fournier, d'avoir répondu avec un vif et immédiat intérêt à notre commande d'une note explorant comment penser l'Europe unie avec Beethoven. Cette note, éditée par nos soins par Anne-Julia Manaranche,
Nous venons de la mettre en ligne ce matin. Elle est sur notre site, delorinstitute.eu. Et c'est cette note que Bernard Fournier va nous présenter en ouverture de ce webinaire. Webinaire où j'ai aussi donc le plaisir d'accueillir Georges Chaminet. Et Georges Chaminet, vous êtes à la fois musicien et européen. Musicien, vous êtes baryton et vous présidez un futur centre européen de la musique prévu à Bougival, dans les Yvelines en France. Et vous êtes aussi administrateur d'Europa Nostra, la fondation qui œuvre pour la promotion du patrimoine européen. Et bien sûr, je suis heureux d'accueillir aussi votre compatriote portugais Rui Vieira Neri. Merci d'être des nôtres depuis Lisbonne. Vous êtes également musicologue et vous avez été secrétaire d'État à la culture du Portugal de 1995 à 1997 et vous dirigez le programme culturel de la Fondation Gulbenkian, notre heureux partenaire pour cet événement. Alors, comme vous l'avez entendu en ouverture, ce webinaire, et je pense que notre thème musical ne pouvait l'éviter, sera un webinaire aussi musical. Vous nous avez rejoint en écoutant un extrait du chœur des prisonniers de l'opéra Fidelio de Beethoven. Nous aurons la joie d'entendre d'autres extraits au cours de notre temps ensemble, temps à la fin duquel vous pourrez poser des questions à nos intervenants, mais je vous invite d'ores et déjà à les écrire, à nous les envoyer via l'application Zoom par laquelle vous nous avez rejoints. Et Mathieu Meunier, notre responsable de communication événementielle, vous attend pour les recevoir. Sans transition, en tout cas sans transition musicale, je vais maintenant donc passer la parole à Bernard Fournier afin qu'il nous explique pourquoi il est si riche d'associer Beethoven à l'idée européenne. On connaît tous cette terrible mais amusante réplique de Woody Allen qui disait « Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne ». Alors nous n'avons heureusement nullement envie d'envahir la Pologne, même en écoutant et en savourant copieusement du Wagner. Et peut-être, Bernard Fournier, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'en écoutant Beethoven, même sans excès, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie, en écoutant, de faire l'Europe? À vous, Bernard Fournier. Merci, Monsieur Maillard. Je voudrais commencer par 3 considérations générales. D'abord, Beethoven déploie dans son œuvre une conception humaniste de l'art qui me semble être tout à fait en harmonie avec le projet européen. Et cette conception humaniste, je vais citer un extrait du Testament d'Eisenstadt de Beethoven qu'il a écrit en 1802 au point d'acmé de sa crise d'absurdité, au moment où il décidait de révéler au monde, à ses frères d'abord, mais ensuite au monde entier, à son entourage, qu'il était sourd. Il était un drame pour un compositeur. Et dans ce testament d'Eisenstadt de 1802, qui est un chef-d'œuvre littéraire aussi, que j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à lire, il écrit ceci notamment, il écrit divinité, parce qu'il s'adresse souvent à Dieu, à la providence ou à la divinité. Alors, divinité, tu sais bien que l'amour de l'humanité et le désir de faire le bien m'habitent. Donc, on est tout à fait dans cette perspective d'une conception humaniste de la musique. Deuxièmement, deuxième considération, Beethoven, la musique de Beethoven nous incite à avancer, à aller plus haut, à nous dépasser. Et là aussi, je vais citer 2 petites phrases de Beethoven qui sont très illustratives de ça. Il écrit « Dans le monde de l'art, comme dans la création tout entière, la liberté, le fait d'aller plus loin sont le but. » Et il ajoute « C'est l'art seul et la science qui nous font espérer une existence plus haute. » Alors, 3e considération, avant d'entrer dans le vif du sujet, la conception musicale de Beethoven repose sur 2 piliers principaux, une esthétique du contraste et une éthique du dépassement. Et ça, c'est évident, je l'affirme, je pourrais le démontrer avec des exemples musicaux, mais croyez-moi sur parole, c'est tout à fait fondamental pour comprendre le message beethovenien. Alors, après cette considération générale, j'en viens à le problème de Beethoven et de l'Europe, pour lequel il y a 3 angles d'attaque. Le premier, c'est l'homme. L'homme Beethoven était évidemment un Européen. Alors c'est assez paradoxal parce que Beethoven est peut-être de tous les compositeurs du XVIIIe et du XIXe siècle celui qui a le moins voyagé. Il est allé de Bonn à Vienne, de Vienne à Berlin une fois et à Prague et c'est tout. Mais il est peut-être né, à mon avis, il est néanmoins
le compositeur le plus européen de tout le 18e et tout le 19e. Et ce que je vais essayer de montrer, enfin, donner quelques pistes de cette perspective. Alors, d'abord, Beethoven-Narbonne, il faut dire, Beethoven avait 19 ans en 1789. C'est quand même extrêmement symbolique. Donc, il était adolescent au moment où éclatait la Révolution française. Et à cette époque-là, il suivait les cours d'un esthéticien, philosophe, Eloge Schneider, qui lui a inculqué le virus révolutionnaire, et Beethoven s'est mis comment dire, à défendre les idées de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Et comme quasiment tous les intellectuels allemands de l'époque, il a pensé à ce moment-là que Bonaparte allait pouvoir diffuser ses idées dans toute l'Europe. Alors, il va être très déçu lorsque, quelques années plus tard, Bonaparte sera sacré empereur, et il sera tellement déçu qu'il déchirera la dédicace qu'il lui avait faite de sa symphonie intitulée à l'époque Bonaparte, qui deviendra symphonie héroïque. Donc, cela dit, jusqu'à cette époque-là, Beethoven avait un grand tropisme français. Il envisageait de s'installer en France, et il y a renoncé parce que justement, il était très déçu par le geste de Bonaparte devenant Napoléon. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses aussi sur le fait que Beethoven avait une attirance particulière pour la France, je l'ai dit, mais aussi pour l'Angleterre. Alors, il avait envisagé de s'installer en Angleterre à la fin de sa vie, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et alors, en dehors de ce tropisme vis-à-vis de la France et de l'Angleterre, par ses lectures, sa culture, il était proche de l'Italie, il lisait Calderon, donc il avait une culture littéraire assez importante par rapport aux musiciens d'époque, et notamment il avait une passion pour Plutarque. Vous me direz Plutarque, c'était pas un contemporain, mais il s'est nourri de Plutarque, et il en a conçu sa fibre héroïque. C'est-à-dire son esthétique, à partir des années 1802, est devenue une esthétique héroïque, et qui était nourrie par cette culture grecque ancienne de Plutarque, et qui était nourrie aussi par son tempérament. Et d'ailleurs, là, on va passer maintenant à un deuxième aspect, un deuxième angle d'attaque, qui est Beethoven a composé deux types d'œuvres, des œuvres avec un texte ou un titre, et des œuvres purement instrumentales. Et dans chacun des niveaux dans ces deux types d'œuvres, on va retrouver l'amour de Beethoven pour l'Europe. Alors, ou disons pour des valeurs qui sont des valeurs européennes. Alors, quels sont les grands sujets que Beethoven traite dans ses œuvres vocales? Donc, on le sait puisqu'il y a un titre où il y a un sujet. Alors, c'est d'abord l'amour. Mais c'est pas n'importe quel amour, c'est un amour héroïque. Donc, on trouvera notamment dans Fidelio, où l'héroïne Léonore vient délivrer son mari qui est enchaîné dans une prison par un tyran injuste. Et on le trouve aussi dans Egmont, et Beethoven a écrit une musique de scène pour la très belle pièce de Goethe. Et c'est pareil que Claire Schoen, l'héroïne, a un amour pour Egmont, elle essaie de le sauver. Elle va mourir quand elle sait qu'il est condamné à mort, elle se suicide. Mais donc Beethoven vante l'héroïsme de cette femme dans cette voie, et aussi l'héroïsme d'Egmont qui conduit à la mort. Donc l'amour, l'héroïsme, l'amour héroïque, disons. Et alors, un thème fondamental chez Beethoven, c'est la liberté. La liberté, on trouve ce thème dans beaucoup de ses œuvres, Fidelio, bien sûr, Egmont à nouveau. Dans Fidelio, la liberté, vous avez entendu tout à l'heure le culte des prisonniers. Les prisonniers sont tenus dans leur cachot, sombre, noir, ils ne peuvent pas sortir. Et Léonore obtient quand même qu'ils puissent venir vers la lumière. C'est à ce moment-là qu'il chante ce magnifique chœur que vous avez entendu et qui est un hymne à la liberté. Et globalement, Fidelio, c'est une sorte d'opéra merveilleux qui part de quelque chose de sombre et qui va vers la lumière et vers la liberté. Donc, on va de l'esclavage à la liberté et de l'ombre à la lumière. Donc, liberté, fraternité. Alors, fraternité, c'est un sujet extrêmement important chez Beethoven. Bien sûr, on le trouve dans la 9e symphonie, dans Fidelio, et même, je pense, la manière dont il a de concevoir sa pensée religieuse dans le Missa Solemnis. À propos de Missa Solemnis, justement, autre valeur
européenne de Beethoven, la paix. Alors, je crois qu'aucun compositeur n'a traité le Dona Nobis Pacem de la messe, donc le cinquième mouvement de la messe, de la Missa Solemnis en l'occurrence, avec une telle sincérité, une telle force. Donc, dans l'Agnus Dei, Beethoven accorde une place importante au Dona Nobis Pacem et il introduit deux séquences hétérogènes par rapport à la prière, une des séquences guerrières, une avec une expression de guerre extérieure, alors qu'il n'y a pas du tout de guerre à l'époque où Beethoven compose la 9e symphonie, mais c'était en prévision de guerre possible. Il implorait Dieu pour la paix extérieure, et ensuite une deuxième intervention avec un insert pour la paix intérieure, la paix de l'âme. Donc c'est vraiment la paix pour Beethoven, c'est quelque chose de plan fondamental, paix extérieure, paix intérieure. Autre valeur européenne aussi que je trouve très importante, la compassion. Alors la compassion, on la trouve dans Fidelio, au moment où Fidelio Léonore déguisée en homme, Fidelio propose au prisonnier, à son mari prisonnier, du pain et du vin. Donc c'est un côté un peu christique. Et donc il y a une espèce d'expression de compassion qu'on trouve dans Fidelio, qu'on trouve aussi dans la Missa Solemnis, et la manière dont le thème du miserere, ayez pitié, est récurrent dans l'ensemble des parties de la messe. Il y a évidemment une figure humanitaire très importante chez Beethoven, qu'on trouve aussi bien dans sa cantate de Genèse sur la mort de Joseph II, que dans son oratorio Prométhée, dans son opéra Fidelio, et évidemment encore dans la Missa Solemnis et la 9e symphonie. Et je terminerai par une chose importante aussi, l'art, parce que je pense que la culture européenne, dans l'esprit européen, la culture est un axe majeur. Et bien pour Beethoven aussi. Et donc dans son oratorio Prométhée, il s'intéresse beaucoup au fait que Prométhée construit ses statues et les conduit. Elles sont prises en charge par Apollon, qui va leur enseigner la culture et la beauté. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour Beethoven et qui aussi s'inscrit dans la problématique européenne. Alors, dernier axe que je vais traiter rapidement, je ne sais pas combien il me reste de temps, c'est dans le contexte de la musique pure, il y a, en dehors de toute allusion verbale, la musique elle-même est capable de véhiculer les idées européennes de Beethoven. Alors, avant de parler des idées elles-mêmes, il faut noter d'abord que Beethoven a eu une influence majeure sur tous les compositeurs européens qui l'ont suivi. En gros, la musique européenne ne serait pas ce qu'elle est sans Beethoven. Beethoven a repensé entièrement la musique et il a légué sa pensée musicale, une nouvelle manière de penser la musique pour 2 siècles. Hein. Disons, à tel point que certaines personnes, ou certains compositeurs d'ailleurs, qui ne l'aiment pas, lui ont reproché d'avoir monopolisé à son profit, plus ou moins, puisqu'il en est le pourvoyeur, toute la conception musicale qu'il a suivie. Et d'ailleurs, Brahms disait, c'est très difficile de composer une symphonie quand on entend ces pas de géants derrière nous. Donc, non seulement il y avait la grandeur et la beauté de ses œuvres, mais il y avait une nouvelle conception qu'il a inculqué à tous les compositeurs qui ont suivi. Alors, juste un petit exemple. On sait que Beethoven a composé 9 symphonies, mais avant lui, Haydn en avait composé 104 et Mozart 41. Et après lui, tous les compositeurs composeront 9 symphonies et auront du mal à la dépasser. Mahler lui-même, étant très troublé en composant sa 9e, en pensant qu'il mourra au moment où il est en train d'écrire sa 10e, comme une sorte de fatalité beethovenienne. Donc, cette chose-là est très, très, très intéressante parce que c'est pas seulement le nom qui compte, c'est le fait que l'attitude de composer change. C'est-à-dire, avant Beethoven, on composait des symphonies, on composait des heures en remplissant un cadre formel avec des motifs différents. Beethoven repense chaque fois le geste symphonique ou le geste du quatuor. C'est vraiment une création nouvelle, non seulement d'une œuvre, mais d'une forme. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé les musiciens européens qui ont suivi Beethoven. D'autre part, une chose à laquelle je tiens, dans laquelle l'Europe peut peut-être se retrouver aussi, c'est l'évolution de sa perspective musicale. Aucun compositeur, il n'y a pas d'exemple
d'une œuvre où on part d'un style donné. Au départ, il est dans un style classique, qui est l'héritage de Mozart et Haydn. Il passe par une deuxième période qui est plutôt romantique, celle de la symphonie héroïque, par exemple. Et puis, il arrive une dernière période, après les années 1818, où véritablement, il tend la main au XXe siècle. Et il n'y a qu'au XXe siècle que les compositeurs prendront vraiment acte de la révolution beethovenienne de ces dernières œuvres. Donc ça, c'est très important. Et on retrouve les notions de progrès et de liberté. Et de liberté, alors de liberté aussi dans le geste compositionnel. Beethoven disait, il écrivait en français, il n'y a pas de règle qu'on ne peut blesser à cause de Schöner, plus beau. Et donc, il voulait un petit peu, comme on dit aujourd'hui, casser les codes, et c'est ce qu'il a fait. Mais il l'a fait en gardant toujours une perspective de structure et une volonté farouche d'unité. Et évidemment, là, on va trouver aussi beaucoup de rapports avec l'Europe, parce que Beethoven, c'est l'unité dans la diversité, comme l'Europe. L'unité dans la diversité, à la fois en tant que forme, c'est-à-dire il va inventer, il va métisser des formes, et des formes très différentes, il va en faire de nouvelles, qui sont des unions entre des choses très différentes, mais aussi, c'est vrai, pour la manière dont il traite les motifs. Autre chose qui est encore très beethovenienne et très européenne, c'est chez lui ce que j'appelle le dialogisme, c'est-à-dire le fait que dans une composition instrumentale, alors que généralement avant lui, il y avait un instrument qui chantait et les autres qui l'accompagnaient, Beethoven veille toujours à ce qu'il y ait une coopération très grande entre les différents instruments. C'est particulièrement vrai dans le quatuor, le quatuor à cordes, qui fonctionne vraiment comme du 4 dans 1. Donc, il y a toujours un échange interactif entre les voix, et une seule voix n'est pas à elle seule capable de prendre en compte l'édifice musical que Beethoven construit. Il faut que chacun y participe. Donc ça, je pense que c'est un message tout à fait européen. Autre chose, on le disait, la musique de Beethoven n'est pas un long fleuve tranquille, c'est souvent une musique de crise. Et d'ailleurs, vous écouterez tout à l'heure un quatuor où on est vraiment d'emblée dans la crise. Et la crise, donc, il pose une crise, mais Beethoven dépasse toujours la crise. C'est-à-dire que la crise va durer plus ou moins longtemps, mais finalement va déboucher toujours sur une solution. C'est pour ça que d'ailleurs, ce qui est tout à fait caractéristique de Beethoven, c'est que dans tous ces mouvements, ces grands mouvements ou ces grandes œuvres, les codas, c'est-à-dire les parties terminales des mouvements ou des œuvres entières, sont toujours induites par des notions de dépassement, de transcendance et de résolution de problèmes. On ne reste jamais sur quelque chose de noir, de sombre et de négatif. Même quand on y est très longtemps, finalement, il y a toujours un retournement pour faire émerger la joie. Et donc, je voudrais juste en ajoutant simplement qu'une qualité qui est peut-être pas spécifiquement européenne, mais qui pourrait l'être, que je voudrais souligner chez Beethoven, c'est la générosité. J'ai parlé avec la compassion, mais il y a aussi la générosité. Chez lui, il y a une volonté toujours de faire un don, une offrande. Il y a des gestes musicaux que je pourrais montrer, mais il faudrait écouter les musiques. Croyez-moi, des gestes musicaux qui donnent vraiment l'impression de vivre ce don, cette offrande. Et puis alors, dernière chose, pour terminer, je vais citer à nouveau un exemple, une phrase du testament d'Heiligenstadt, parce que ce que je trouve absolument merveilleux chez Beethoven, c'est que cet homme qui a été si malheureux, qui a tellement souffert, ce compositeur qui était devenu sourd à 26 ans, et donc qui était privé a priori, ce qui est la chose la plus importante pour un compositeur, est quand même allé donner la joie au monde. C'est-à-dire, à partir de la souffrance, il a donné la joie. C'est le message de la 9e symphonie. Alors, ce qu'il écrit, il écrit à la fin du testament d'Heiligenstadt, je vous le lis. Ô Providence, laisse luire pour moi un jour de joie sans nuage. Quand divinité, sa voix pénétrera-t-elle en moi dans le temple de la nature et des hommes? Bien, cette phrase écrite en 1802 dans le testament d'Heiligenstadt trouvera sa réponse dans l'hymne à la joie. Mais en dehors de l'hymne à la joie, dans toutes les œuvres de Beethoven, on trouve cette attirance et cet tropisme vers la joie. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup Bernard Fournier. Non, vous n'avez pas été trop long et vous avez passionné par cette introduction à effectivement comment est-ce que l'œuvre de Beethoven et la vie elle-même de Beethoven
nous aide à comprendre le projet européen. Vous avez parlé de paix, d'unité, de fraternité, de crise aussi, puisque l'Europe aussi en connaît, de générosité. On parle beaucoup de solidarité entre pays européens. Donc je pense que vous nous aidez à entrer dans l'œuvre de Beethoven et voir aussi à travers dans son langage musical lui-même ce que cela peut nous dire du projet européen. Je voudrais, avant de me tourner vers Georges Chaminet et de lui demander à son tour ce que Beethoven et son œuvre l'inspirent face au projet européen, je vous rappelle que vous pouvez interroger aussi nos intervenants vous-même en écrivant des questions ou peut-être des réactions, s'il y a aussi des choses qui vous surprennent ou sur lesquelles vous voulez un approfondissement. N'hésitez pas donc à les envoyer via l'application Zoom par laquelle vous êtes avec nous. Georges Chaminet, donc, est-ce que vous-même vous entendez ces pas de géant toujours de Beethoven lorsque vous interprétez la musique? Oh que oui, je les entends fortement, fortement. Je voulais reprendre un tout petit peu les derniers mots de mon compagnon de route, car je sais que Bernard Fournier a dédié une grande partie de sa vie à ce géant. Et dans ce compagnonnage qui est le nôtre avec Beethoven, car moi, depuis que j'ai conscience de moi-même, Beethoven était toujours présent. Surtout, j'avais une armoire que j'appelais Sébastien, que j'ouvrais où il y avait des miroirs. Je mettais la 5e et la 7e de Beethoven qui ont été mon premier disque et je dirigeais devant les miroirs de Sébastien. Voilà, donc ma vie avec Beethoven est longue maintenant. Simplement pour vous dire que ces mots du testament de Heiligenstadt, que je trouve parmi une des plus belles créations littéraires et de pensée de l'humanité, il y a aussi l'extrait d'une lettre à Anna Maria von Erdődy, qui a été une grande amie de Beethoven, mais aussi probablement une bien-aimée, car il faut savoir que Beethoven, malgré lui, est resté célibataire. Il écrit Durch Leiden Freude. Donc, à travers la souffrance, on chemine vers la joie. Je pense que c'est un destin assez lourd pour nous tous, mais chez Beethoven, cette souffrance a été naturellement évidente. Comme disait Bernard Fournier, à 26 ans, il était sourd et il a cassé la gueule du destin. C'est une phrase qui était celle de Beethoven lui-même. Il aimait casser la gueule du destin. Et il l'a fait toute sa vie. Et pour nous, musiciens, son exemple est absolument fondamental. Fondamental car il a été le premier à devenir un véritable citoyen. Fidelio en est la preuve. On oublie en France que Fidelio, c'est une histoire vraie, c'est une histoire réelle, celle d'Adrienne et de Gilbert de Lafayette. C'est l'histoire de l'emprisonnement à Vienne par William Pitt le Jeune, le Britannique Premier ministre, de ce couple qui a tellement influencé la vie de l'humanité avec le rôle aussi important qu'il a joué dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Et donc, c'est l'histoire d'Adrienne et Gilbert de Lafayette, l'histoire de Léonore, Fidelio et Florestan. Et je trouve que l'amour là, comme disait Bernard Fournier, l'amour héroïque, il est l'amour sublime. Il est l'amour libérateur. Car, à mon avis, s'il y a un compositeur qui personnifie la devise de la République, c'est bien Beethoven. Sauf que chez lui, à mon avis, le mot fraternité arrivait en premier. Fraternité, égalité, liberté. Car pour lui, sans fraternité, il n'y aurait pas de liberté. Et c'est là où son exemple pour nous musiciens aujourd'hui reste d'actualité, car il n'a jamais pacté avec le pouvoir.
même quand il a été reçu au Congrès de Vienne par toutes les têtes couronnées, par tous les présidents en 1814, où il est reçu véritablement comme un chef d'État, il a très bien compris que dans ce Congrès de Vienne se jouait un futur sombre pour l'Europe, car c'était le début des nationalismes, c'était l'annonce déjà de ce que ça allait être l'horreur du XXe siècle avec les deux guerres mondiales. Son Europe, si j'ose dire, elle est par exemple là déjà avec son envie de connaître d'autres musiques européennes. Et là, par exemple, il va faire plus de 160 mélodies pour voix et trio avec piano qui viennent du Portugal à la Russie, de la Suède à la Sicile, de l'Irlande aux Balkans. Là, il a cette curiosité absolument extraordinaire, car c'est un trait de Beethoven, pour moi, fondamental. C'est la curiosité. La curiosité, pas simplement musicale, mais aussi de pensée. Et là, je reviens à un petit souvenir d'une conversation avec mon ami Edgar Morin, qui me disait que pour lui, le fondateur de la pensée complexe, si j'ose dire, pour lui, Beethoven était un philosophe qui a influencé son œuvre. Et tout cela s'est passé une soirée dans une salle Pleyel pleine. À l'âge de 14 ans, Edgar Morin a entendu pour la première fois la 9e symphonie de Beethoven. Tout cela pour vous dire que le Beethoven philosophe, le Beethoven citoyen, sont pour nous aujourd'hui musiciens quelque chose de tout à fait évident, mais qui ne l'était pas à son époque. C'est pour ça que je souligne ce que Bernard Fournier vient de dire, Beethoven a écrit pour le futur, et il en était conscient. Et ce positionnement en tant que musicien citoyen va être un trait fondamental et qui aujourd'hui doit être encore pour nous un exemple. On ne pacte pas avec le pouvoir, on n'est pas apolitique pour autant. On essaye de transformer le monde. Il savait qu'à travers la musique, il pouvait le faire. C'était son but. Sa musique était naturellement son langage, mais il allait au-delà, car il exprimait par les sons des idées, une volonté ardue, véritablement, celle d'élever l'humanité, d'humaniser l'être humain. Et cela, il me semble que c'est un exemple unique, qui est un exemple qui est au fondement même de l'Europe. Car l'Europe, aujourd'hui, elle traverse un moment troublé. On doit trouver un nouvel élan. Et cet élan, Beethoven nous l'offre. Il nous l'offre de manière forte, inspirante, dialogante, car le dialogue a été quelque chose de fondamental pour Beethoven. C'était quelqu'un qui, dans sa bibliothèque, avait l'histoire universelle faite par plusieurs historiens, les œuvres de Shakespeare, mais aussi les Upanishads. C'est quelqu'un qui était encore une fois d'une curiosité immense, telle qu'elle a été l'Europe rêvée depuis le Moyen-Âge. Il ne faut pas oublier que cette Europe a des racines qui viennent d'ailleurs, toujours dans cette hybridité, dans ce mélange, dans ce croisement, et qu'est l'art le plus hybride, sinon la musique. La musique, quand vous entendez une suite de Bach, vous avez une gigue qui vient d'Irlande, vous avez une sarabande, une passacaille qui viennent d'Espagne, vous avez un menuet qui vient de France, vous avez des Allemandes. Le chemin de Saint-Jacques était aussi une hybridité. Vous aviez les Minnesänger qui venaient du nord, mais vous aviez aussi les troubadours qui venaient de Provence ou d'Occitanie, et vous aviez après
ces Ibériques qui ont pris tout cela et qui ont mélangé, qui ont fait cette hybridité. Et cette hybridité, c'est l'Europe. Et Beethoven le prend à bras-le-corps. Et il sait que c'est dans ce dialogue, que c'est dans ce respect des identités pour créer quelque chose de nouveau que l'Europe doit se construire. C'est pour cela qu'il avait cru que Bonaparte pouvait le faire. Mais malheureusement, il a vu que Bonaparte n'était qu'un homme ordinaire qui s'était fait couronner par lui-même à Notre-Dame de Paris. Donc Beethoven est aujourd'hui encore un exemple à suivre. Et tout à l'heure, peut-être avec l'Ode à la joie, nous en parlerons de façon plus particulière et plus incisive sur ce récitatif ô combien important du baryton, écrit avec les mots du propre Beethoven, de Beethoven lui-même. Freunden, nicht diese Töne. Il faut changer de tonalité. Et cette tonalité, l'Europe aujourd'hui peut l'écrire, doit l'écrire. Donc, ce n'est pas un hasard, je l'espère, que l'Europe, en 55 et après en 71, ait choisi l'Ode à la joie comme hymne européen. Voilà. Merci Georges Chaminet de nous avoir éclairé sur non seulement le choix de cette Ode à la joie que nous entendrons à la fin de notre événement, notre webinaire, mais aussi nous avoir montré toute cette insatiable curiosité de Beethoven dans tous les registres de la musique qu'offre notre continent, et effectivement ce qui donne aussi toute l'épaisseur aussi de sa personnalité, et à quel point cette unité européenne, il l'a lui-même vécu en puisant ses sources dans tous nos différents pays, et à travers en prenant acte de cette diversité. Je crois qu'effectivement sa musique en est une magnifique et très grande illustration. Je voudrais maintenant me tourner vers Rui Vieira Neri, qui nous écoute depuis le début de ce webinaire depuis Lisbonne, qui lui-même, je disais, musicologue, et qui, je serais curieux de savoir comment il reçoit tout cela, si vous partagez ce même constat et cette même analyse de ce que Beethoven peut nous dire du projet européen, et peut-être nous aider aussi à aller encore plus loin dans la compréhension de sa musique. Merci. Merci, bonjour à tous. C'est vraiment un privilège de pouvoir partager cet écran avec Bernard Fournier et Georges Chaminet. Bernard Fournier est une référence indispensable pour ce qui est, par exemple, de l'étude du quatuor à cordes en Europe. Son livre est central dans ce domaine-là. Il est une autorité des études de Beethoven, et donc c'est un privilège d'être avec lui. Et naturellement, Georges Chaminet, un des grands ambassadeurs de la musique portugaise à l'étranger, est aussi un bon ami depuis longtemps. Bernard Fournier nous a suggéré, c'est une des idées intéressantes qu'il a mentionné, que même la musique instrumentale de Beethoven, ses formes, ses sonates en particulier, ou ses formes sonates plutôt, pourrait être vue comme une espèce de métaphore même de ce qu'on désire pour l'Europe. Bon, je dirais absolument oui, mais ce n'est pas exclusif de Beethoven. C'est-à-dire la cohérence entre les matériaux thématiques, l'équilibre entre la forme et le contenu, le dialogue entre thème, sujet et contre-sujet. Bon, ça existe aussi dans une grande fugue de Bach. Et donc, c'est vrai pour Beethoven, certainement, mais c'est vrai pour n'importe quel grand compositeur de n'importe quelle période. Alors, moi, puisque je suis plutôt un musicologue historique, je suis plutôt intéressé par deux questions. Une qui a à voir avec, disons, une posture civique de Beethoven, et l'autre qui a à voir avec une question de génétique musicale chez Beethoven. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Beethoven était-il européiste? Si on lui avait demandé,
il aurait dit non, je suis certainement européen. C'est-à-dire la question du conflit entre une vision intégrée de l'Europe et une vision plutôt fermée sur chaque État-nation ne se posait pas de la même façon comme on la pose aujourd'hui. Et en fait, tous les grands artistes et intellectuels, non seulement du romantisme, mais aussi de la période des Lumières, étaient des internationalistes. Ils se voyaient comme faisant partie d'un cercle, une espèce de fraternité transnationale d'intellectuels, d'une pensée collective. Les œuvres des grands noms de ce premier romantisme, Goethe, Schiller, Hölderlin, Schlegel, étaient traduits dans toutes les langues. La même chose pour les poètes anglais, Walpole, Burns, Byron. Donc, tous les intellectuels, tous les artistes de ce mouvement tenaient vraiment à être informés de ce qui se passait dans chaque pays. Et donc, cette curiosité dont parlait Georges Cheminée est tout à fait importante. Alors, peut-être Beethoven aurait dit, je suis européen et je suis universel, parce que la dimension de l'univers tel que les Européens à la fin du XVIIIe, début du XIXe pouvaient la concevoir était un univers basé sur l'Europe, qui était considéré comme le seul continent entre guillemets, civilisée, même si à cette époque-là, l'Europe commençait à jeter un regard plutôt avide vers les autres continents, et c'est le moment où les grands scientistes, Alexander von Humboldt et Krusenstern et tous les grands voyages de circumnavigation promus par les grands pouvoirs européens qui essaient déjà de voir comment le reste du monde peut servir à la croissance économique, à ce combat pour le pouvoir entre les puissances européennes. Et donc, il dirait qu'il était européen, et en se disant européen, il dirait qu'il était universel. En fait, les premières histoires de la musique, les premiers textes d'histoire de la musique, comme The General History of Music de Charles Burney, en 1776, ou celle de John Hawkins la même année, ou la Allgemeine Geschichte der Musik de Forkel, 1788. Bon, elle se disait générale, allgemeine, dans ce sens universel. Et donc, même si le romantisme est la période où l'idée d'identité nationale commence à se développer, dû surtout à les philosophes allemands comme Herder, comme les frères Schlegel. Donc Herder nous parle du Volksgeist, de l'esprit du peuple de chaque nation et du fait que cet esprit conduirait à une identité différente dans chaque pays. Mais quand même, Herder lui-même s'intéresse aux chansons populaires de plusieurs pays. Il écrit, il fait un recueil de textes de chansons populaires dans plusieurs pays européens. Herder le fait. August Schlegel traduit de la poésie espagnole, italienne, portugaise. Et donc, cette génération autour de Beethoven était vraiment internationaliste dans ce sens qu'elle croyait qu'il y avait une civilisation commune, même si en même temps, on trouve déjà la racine de ce que sera plus tard, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'éveil des nationalismes européens qui ont apporté tellement de désastres à l'Europe après. Alors, je voudrais surtout insister sur deux aspects. D'abord, celui qui a déjà mentionné Georges Cheminée, c'est-à-dire le fait que Beethoven s'intéresse à la musique des autres pays, activement. C'est vrai qu'il reçoit une commande de George Thompson, cet éditeur écossais qui avait déjà publié plusieurs recueils de chansons populaires écossaises, galloises, irlandaises, qu'il avait commandé à
des compositeurs comme Pleyel, comme Haydn, Beethoven plus tard, Weber aussi. Et donc, c'est vrai que c'est une commande et que ça lui rapporte pas mal d'argent. D'ailleurs, il discute beaucoup sur ce qui doit être payé. Mais en même temps, il est très clair, il ne considère pas que ces morceaux soient des œuvres mineures. Il insiste, par exemple, qu'elles ne peuvent pas être arrangées ou réarrangées, qu'elles ne peuvent pas être changées. Il les regarde comme des compositions majeures, même s'il est capable de les écrire très rapidement. Et c'est intéressant parce que, en fait, de 179 chansons populaires qu'il harmonise, il y a 45 qui sont basées sur des musiques qui ne sont pas britanniques, comme l'a dit déjà Georges. Mais même si on regarde les leaders, les chansons de concert de Schubert, de Beethoven, c'est intéressant de voir que c'est vrai qu'il utilise les vers des grands poètes romantiques allemands, Goethe, Gellert, Herder, Brentano et Hardim, les auteurs de ce fameux Des Knaben Wunderhorn que Mahler et Schumann seront si passionnés pour. Mais aussi, il y a pas mal de leaders basés sur des textes de Pietro Metastasio. Ce Métastase, qui était le grand auteur de l'opéra italien, il y a des chansons de chambre composées sur des textes de Rousseau. Donc, même quand il ne touche pas au répertoire plutôt populaire, quand il compose des leaders, il est très ouvert à des inspirations qui ne sont pas du tout fermées sur une tradition purement allemande. Et plus important que ça, et je trouve que Georges a très bien souligné ça, cette question que la base de l'entente transeuropéenne est la curiosité et la volonté de connaître ce qui se passe ailleurs, le respect de la différence entre les cultures et la valeur ajoutée à cette diversité. Mais c'est important aussi de voir que même dans la génétique, dans le ADN de la musique de Beethoven, il y a déjà plusieurs musiques européennes. Regardez, les noms que je vais mentionner ne sont pas à l'auteur, dans la plupart des cas, de Beethoven. Donc, ce n'est pas une question de jugement artistique, mais plutôt de vous suggérer qu'il y avait une connaissance de conventions de composition qui circulaient par toute l'Europe. Les sonates de Beethoven, impossible sans penser non seulement à celles de Haydn, bien sûr, mais à celles de Clementi ou de Pleyel, qui étaient publiées partout en Europe, qui circulaient, même si il y a un abîme de différence de qualité entre ces œuvres-là, elles font partie d'un même courant transnational de développement de la forme de la sonate. Les quatuors, et je ose parler des quatuors devant Fournier, je demande son indulgence, mais c'est évident qu'il y a Boccherini, qui n'est pas à l'auteur Beethoven, mais dont les quatuors circulent un peu pour toute l'Europe, qui a été actif à Vienne, à Paris, à Madrid. Il y a Pleyel, dont les quatuors étaient joués par les jeunes filles de famille dans les salles de concert domestiques. Pour ce qui est des symphonies, bon, la musicologie allemande insiste constamment sur le fait que ce serait une invention purement germanique. Bon, il n'y aurait pas de symphonie classique sans Sammartini, par exemple, sans les ouvertures de l'opéra napolitain, qui ont développé la forme que les compositeurs allemands vont reprendre et redévelopper eux-mêmes. Si l'on pense à la musique sacrée et on pense à la messe solennelle, par exemple, impossible de penser à la messe solennelle du point de vue des solutions, pas du génie de la création artistique, mais des solutions techniques qu'elle apporte, sans penser au Requiem de Cherubini, qui avait été créé 3 ans avant. Et surtout, Fidelio. Parce que Fidelio est un exemple de ce que les Anglais appellent rescue opera, un opéra à sauvetage.
donc une espèce de sous-genre opératique qui est énormément développé à la fin du XVIIIe siècle, surtout par l'opéra français. On peut penser déjà à Monsigny avec le Déserteur, 1769, à Grétry avec le Charcœur de Lyon, 1784, à Cherubini avec Lodoïsque, 1791, avec Les Deux Journées, 1800, à Dalérac avec Camille ou Le Souterrain, 1791, à Lesueur avec La Caverne, 1793. Donc, cette idée d'un grand récit basé sur la liberté, l'idéal de la liberté, un prisonnier qui est gardé à cause du fait qu'il a lutté pour la liberté et qui finalement va être libéré, même si souvent la libération arrive avec une espèce de tyran généreux, de deus ex machina, qui va imposer la justice finale. Et Fidelio vient tout à fait de cet opéra d'origine française, de cet opéra au sauvetage. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la question au temps de Beethoven ne se posait pas en termes d'un conflit entre identités culturelles fermées sur elles-mêmes, où chaque artiste devrait être plus généreux et essayer de comprendre les autres ou de se fermer sur ses racines mêmes. Il y avait, disons, une vision de l'art et de la culture qui est plutôt européenne, plutôt internationale, mais qu'en même temps, il n'y avait pas, une des raisons par lesquelles c'était difficile de bâtir une idéologie purement nationaliste à cette période-là, et elle sera développée beaucoup plus tard, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, surtout, et en grande partie à cause des conflits de l'expansion coloniale des grandes puissances européennes. Mais à cette époque-là, en fait, chaque identité culturelle nationale, entre beaucoup de guillemets, était, comme le soulignait déjà Georges, le résultat d'un métissage, d'une interaction de plusieurs éléments qui venaient un peu de partout. On voit ça chez Bach, qui connaît la musique française, qui connaît la musique italienne, et qui est peut-être plus allemand et plus protestant que Bach. Et cependant, il y a tellement d'éléments de toutes sortes venus de toutes les autres cultures européennes. Et c'est aussi vrai pour Beethoven. Et une des leçons que j'ajouterais à celle que Bernard Fournier a très bien proposée, une des leçons que la musique de Beethoven peut nous proposer est justement cette reconnaissance du fait que chaque culture a une dette envers toutes les cultures avec lesquelles elle contacte. Que les cultures ne sont pas hermétiques, qu'elles absorbent, qu'elles échangent, qu'elles aiment bien de flirter entre elles, et que ce flirt artistique est en fait une des racines de la vitalité même des cultures. Une culture fermée sur elle-même devient stérile. Elle a besoin, elle répète ses formules, elle a besoin de cette espèce d'injection d'un ADN différent pour se renouveler. Et chaque fois qu'il y a vraiment un grand changement dans la culture européenne, c'est en général à cause du fait qu'une tradition locale complètement établie a été bouleversée par ce genre de métissage plus ou moins sauvage. Donc, sans doute, Beethoven est un exemple d'une vision pan-européenne, d'une vision de l'Europe comme un espace qui devrait être basé sur le dialogue, l'interaction entre les cultures. Et puisque, comme je le disais, il voyait l'Europe comme l'univers, on peut même transposer cette vision à un niveau planétaire. Quand il fait cet appel dans l'Ode de la joie, Brüder, mes frères, sous cette voûte étoilée, donnez les mains et fêtons cette occasion, même si en fait, peut-être ne pense-t-il pas à d'autres cultures hors d'Europe, ce message est universel par définition, intrinsèquement.
universelle. Et de ce sens-là, il est en fait européen, européiste avant la lettre et universaliste. Voilà. Merci beaucoup, Riviera Neri, d'avoir partagé votre grande érudition sur l'œuvre de Beethoven et voir à quel point, non seulement effectivement, on peut y trouver l'essence même de l'Europe et de toute la diversité de ces nations, mais aussi un message universel, d'autant qu'effectivement, en son temps, la distinction Europe universelle est sans doute n'est pas aussi opérante qu'aujourd'hui. En tous les cas, merci beaucoup de ce. En vous écoutant, je me disais qu'il faudrait, en écoutant aussi Georges Chaminet et Bernard Fournier, je me disais qu'il faudrait proposer qu'à l'ouverture de chaque session plénière du Parlement européen, on diffuse, on écoute du Beethoven. Au début de chaque sommet européen de Bruxelles aussi, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent d'abord en écoutant un extrait de son œuvre. Je pense que ce serait très, très inspirant et chacun peut-être y retrouverait une part de lui-même. Je vous propose, avant de poursuivre nos échanges, et je vois qu'il y a déjà plusieurs questions pour nos intervenants, et je vous invite encore il est encore temps d'en écrire. On va écouter un nouvel extrait justement de Beethoven, cette fois-ci un quatuor. Je vais peut-être demander à Bernard Fournier de nous en dire un mot, puisqu'effectivement, dès qu'on parle de quatuor de Beethoven, c'est vraiment lui qui a autorité sur le sujet. Peut-être vous pouvez nous dire l'extrait que nous allons écouter maintenant, avant effectivement que Mathieu nous le diffuse. Oui, eh bien, vous avez justement écouté le début du 11e quatuor, le quatuor di Servioso, opus 95, et c'est un exemple d'une œuvre de crise, précisément. Et donc, presque tout le quatuor est une espèce d'expression de crise et de tous les conflits qui se produisent. Mais dans ce mouvement, ce qui m'intéressait pour que vous l'écoutiez, c'est que il y a aussi le fait que on est d'emblée empoigné. Beethoven vous empoigne. Beethoven, il vous laisse pas libre de faire ce que vous voulez. Il vous impose sa loi. Donc, vous allez le remarquer avec ce début tout à fait incroyable, très violent. Et autre chose, je disais que la musique de Beethoven, c'était une esthétique du contraste. Eh bien, vous le verrez tout à fait aussi, puisque après ce début fulgurant, de ruée rageuse, le discours se fluidifie et arrive quelque chose de très lyrique et très très vite, très rapidement après le début, on change totalement d'univers. Donc ça, c'est très intéressant. Alors qu'en fait, tout le mouvement va être sous-tendu par le même motif rageur. Mais néanmoins, Beethoven arrive à créer cette idée de contraste. Et globalement, toute cette œuvre, je souhaite que vous l'écoutiez totalement, qu'on vous aurez la possibilité. Toute cette œuvre est sombre et noire et va se terminer par une sorte de pirouette à la Tilspiegel, parce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut que de toute façon, à la fin, la joie domine, la joie gagne. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci, bien, on va se laisser empoigner avant de se retrouver juste après cet extrait.
C'était donc un extrait du Quatuor Serioso de Ludwig van Beethoven dans le cadre de ce webinaire Penser l'Europe unie avec Beethoven. Et je remercie nos intervenants Bernard Fournier, Georges Chaminet et Rivera Neri d'être avec nous pour explorer la musique de Beethoven à la lumière de la construction européenne, ou on peut dire autrement aussi de voir comment la construction européenne peut être mieux comprise et mieux appréhendée grâce au génie de Beethoven et à tout ce que notre continent lui a inspiré. Avant de traiter et de laisser Mathieu Meunier vous poser les questions que nos auditeurs nous ont transmises, peut-être je vous demandais à Bernard Fournier et à Georges Chaminet s'ils veulent eux-mêmes rebondir ou réagir à ce que l'un ou l'autre a pu dire, peut-être avec lesquels il était plus ou moins d'accord, ou qui voudrait compléter sur tel ou tel point. Peut-être Georges Chaminet, si vous voulez réagir, et ensuite Bernard Fournier. Oui, je pense que le fait que Beethoven va choisir l'Ode à la joie de Schiller n'est pas anodin. Car, à mon avis, la pensée de Schiller a été fondamentale pour Beethoven. Et quelque part, il est ce que Schiller prônait, et il est dans sa chair et dans sa créativité l'âme univers. L'âme univers, encore une fois, dans cette diversité qu'il assume et qu'il va aussi travailler avec notamment les Volkslieder. On en a parlé tout à l'heure, et Rui Vieira Neri a parlé également de façon très érudite, car il faut imaginer que dans ce choix, comme je disais tout à l'heure, il y a naturellement cette invitation de cet éditeur écossais, et donc il y a une grande partie des mélodies qui sont des mélodies irlandaises, galloises et écossaises, mais il va au-delà. Il va au-delà, et donc il y a des mélodies scandinaves, tyroliennes. Il y a aussi quelque chose que Rui Vieira Neri a parlé sur ses influences, sur ses confluences qui vont faire partie de la rivière créatrice de Beethoven. Et il ne faut pas oublier les tziganes, car Beethoven avait une admiration pour la musique tzigane qui a énormément influencé son écriture. Et je pense que les tziganes, ces marcheurs devant l'Éternel, ils vont naturellement influencer de manière extraordinaire la musique classique, et pas simplement, mais la musique classique. Et donc cette diaspora tzigane qui va partir d'un côté vers les Balkans et de l'autre côté vers le Moyen-Orient va se réunir en Espagne, les gitans qui viennent du sud, donc de l'Égypte, et los flamencos, les flamands, qui viennent du nord avec les troupes de Charles Quint. Et là, on va créer aussi une musique assez extraordinaire et qui représente naturellement une des facettes de la richesse de la musique européenne, qui est la musique espagnole. Si vous voulez, c'est ça le cheminement, à mon avis, que la musique nous montre depuis toujours et qui fait, et je l'affirme, que la musique est l'identité culturelle européenne par excellence. Et donc, Beethoven en est un des acteurs fondamentaux, l'exemple, comme je disais tout à l'heure, du musicien citoyen, car pour moi cela est fondamental, cette responsabilité devant le monde et devant les frères, devant les hommes, de ce que nous faisons de nos vies. Et là, l'exemple de Beethoven est exceptionnel. Donc voilà, cette exemplarité est pour moi fondamentale, et je pense que pour mes collègues qui sont aujourd'hui avec moi, et qui est véritablement un souffle à retrouver dans cette Europe d'aujourd'hui, confrontée à des problèmes majeurs,
mais confronté aussi à des vieux fantasmes, ou fantômes, pardon, des vieux fantômes qui se pointent, même à son intérieur, et qui, à mon avis, sont fort dangereux. Eux, ils ne savaient pas. Nous, nous savons ce que ça a apporté à l'Europe au XXe siècle. Donc, soyons prévenus et surtout soyons dans l'action, car Beethoven nous apprend cela, c'est dans l'action que la créativité prend ses lettres de noblesse. Merci Georges Chaminet pour ces mots puissants, non seulement à propos de la musique de Beethoven, mais plus largement sur le projet européen tel qu'il peut nous animer aujourd'hui. Bernard Fournier a peut-être une réaction très rapide et ensuite je laisse Mathieu Meunier vous poser des questions. Une réaction à ce qu'a dit Georges Chaminet sur Beethoven philosophe et sur Edgar Morin. Parce que j'ai lu son livre Mes philosophes, et il y a un chapitre sur Beethoven, effectivement, qui est un philosophe qui a beaucoup influencé. Mais je vais plus loin. Je considère que Beethoven est un grand philosophe avec sa musique. Et lui se disait Tondichter, mais je pense que c'est un Tondenker, c'est-à-dire un penseur en son. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire, ce qui me paraît très important, et notamment pour l'Europe, c'est que Beethoven est le compositeur par excellence qui a réussi à trouver un équilibre tout à fait rare entre les trois types de pensée, la pensée affective et la pensée rationnelle dont parle Musil, et puis la pensée pragmatique. Et cet équilibre-là n'existe jamais chez personne d'autre. Vous avez par exemple des compositeurs qui sont plutôt dans la pensée rationnelle, comme Bach ou Boulez. Vous avez des compositeurs qui sont plus dans la pensée affective, comme Schubert ou Mozart. Mais Beethoven, chez lui, l'équilibre est incroyable. Et en plus, cet équilibre s'assied sur une pensée pragmatique, c'est-à-dire l'aptitude à mettre en scène les deux pensées créatrices de manière pertinente. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et je pense que cet aspect-là serait à militer pour l'Europe. Je pense que Beethoven a beaucoup à nous apprendre, à tous, à chacun. Il nous apporte beaucoup, puisqu'il nous conduit vers la joie et nous apprend à dépasser nos problèmes, nos soucis pour regarder plus haut. Et je pense qu'il peut aussi nous apprendre à penser autrement. Et je pense que ces trois pensées qui sont si équilibrées chez lui serait un ferment, une réflexion sur cette triptyque de pensée beethovénien serait un ferment pour la pensée européenne, qui est peut-être parfois trop rationnelle, qui aurait besoin peut-être un peu d'affect. Si je peux ajouter quelque chose, très rapidement, car Bernard, vous avez parfaitement raison. Je reviens à ce mot extraordinaire de Beethoven, du cœur au cœur, sachant que le cœur est le levier que l'être humain a de plus grand. Et effectivement, on s'interroge souvent à savoir si la construction européenne est avant tout une œuvre de raison ou une œuvre de cœur. Et elle peut être tout à fait des deux à la fois. En tous les cas, ce que vous avez développé, Bernard Fournier, sur la pensée, les trois pensées de Beethoven est à retrouver dans la note que nous avons mise en ligne sous votre plume, de penser l'Europe avec Beethoven. J'ai déjà trop parlé, je voudrais donc passer le témoin à Mathieu Meunier, qui a recueilli plusieurs questions. Je vous demanderai, il y en a plusieurs très riches, mais je vous demanderai à chaque fois peut-être d'y répondre de manière plus synthétique pour qu'on puisse les traiter toutes. À toi, Mathieu. Bonjour à tous. Donc pour cette première question, on ne va pas trop s'éloigner du sujet duquel on vient de parler. Un auditeur nous demande, pourrait-on penser que nommer Beethoven comme inspirateur de l'idée européenne traduit un aspect romantique et parfois tragique du développement de cet idéal, alors que se référer par exemple à Jean-Sébastien Bach donnerait plus de simplicité et d'évidence à ce projet? Peut-être Monsieur Chaminet, si vous voulez rebondir. Écoutez, je pense que tous les deux, avec leur Weltanschauung, donc l'idée de l'univers, sont des exemples pour l'Europe. C'est évident que Bach, d'une certaine manière, est aussi l'architecte de cette Europe. Je disais tout à l'heure avec les suites, par exemple, il y a toute l'utilisation de
de formules qui viennent de pays différents, de cultures différentes, de traditions différentes. Mais avec Beethoven, pourquoi pas romantiser l'Europe? Je pense qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure avec le mot de Beethoven très fameux du cœur au cœur, je pense qu'aujourd'hui l'Europe a besoin de cela. Nous avons vécu dans une société où on a tout séparé, où on a tout divisé. Donc la rationalité est devenue peut-être un peu autoritaire, pour ne pas dire impérialiste, et on a perdu le reste. Et ce reste peut se réveiller de façon violente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cet équilibre, exactement entre la raison et le cœur, entre les émotions et les idées ou les pensées, que nous allons retrouver cet élan qui nous manque, puisqu'il sera dans l'unité, cette unité de laquelle Bernard Fournier vient de parler de façon absolument admirable, et qui est l'exemple même de Beethoven. Beethoven a réuni tout cela dans son œuvre et dans son être, dans sa personne. Et n'oublions pas, quand dans le mot personne, il y a le mot son. Donc, il faut qu'on ajuste nos personnes, on les accorde et qu'on fasse naturellement cette ode à la joie que je préférerais appeler ode à la fraternité, car la fraternité est la clé de la joie. Merci. Donc, la prochaine question que je vais probablement diriger à M. Vieira-Neri, c'est encore une comparaison sur deux compositeurs, Beethoven et Wagner. Comment peut-on expliquer deux visions et deux imaginaires aussi différents de deux compositeurs allemands nés à peine avec 40 ans d'écart? On pourrait passer 2-3 heures en discutant les rapports entre Beethoven et Wagner. Wagner se voyait comme l'héritier de Beethoven, dans un certain sens. Et il l'est jusqu'à un certain point, par exemple, au point de vue de l'intégration de la voix et de l'orchestre, de la poésie et de la musique. Donc, il voit la 9e de Beethoven comme une espèce de racine même du drame musical qu'il développe plus tard. Mais je dois dire que j'ai beaucoup d'hésitation à isoler de grands noms. Il y a toute une constellation de grands compositeurs, de grands artistes qui sont collectivement le symbole de la culture et de l'identité européenne. Donc Beethoven a une stature énorme que l'on ne saurait nier, mais les quintettes pour deux violoncelles de Schubert est une œuvre majeure de la création artistique mondiale de tous les temps, et je pourrais passer 2 heures à décliner d'œuvres d'autres compositeurs. Plutôt que de bâtir une espèce d'idole monothéistique, il serait mieux de constater que la musique, avec toute cette diversité de création qu'elle nous offre, elle est la source de cette dynamique, de cette bonne volonté. Et si je peux ajouter seulement un détail, je parlais, et on parlait, Georges aussi, de la connaissance de l'autre, de la connaissance des autres cultures, de la curiosité. Eh bien, ça se passait en 1800 et quelques, où il y avait une uniformité beaucoup plus grande de cultures en Europe. Aujourd'hui, l'Europe est une mosaïque de cultures qui arrivent de tout le monde et qui sont devenues européennes aussi. Alors, cet effort de compréhension, de dialogue, de vision multiculturelle ne peut pas se baser seulement sur la mémoire de nos gloires passées, mais se baser cette réalité d'une nouvelle dynamique qui exige l'ouverture accrue de l'Europe vers le monde. L'idéal européen ne peut pas être celui de se fermer sur son passé, c'est de s'ouvrir vers le monde. Il n'y a pas de solution pour l'identité européenne sans la solution des problèmes à l'échelle globale.
Je me permets simplement de faire une petite parenthèse sur ce que Rui Villanelli vient de dire, tout à fait remarquable. Il ne faut pas oublier que le premier directeur, celui qui a créé, si vous voulez, la première école de musique en Europe, s'appelait Ziryab au IXe siècle et il venait de Damas. Merci beaucoup pour cette précision. Donc la prochaine question, pour rester un peu dans un thème similaire, je vais peut-être l'adresser à M. Bernard Fournier. Que pensez-vous de la lecture très européenne du génie beethovenien par Victor Hugo? Peut-être que c'est quelque chose. Oui, Victor Hugo a dit « ce sourd entendait l'infini ». Et c'est une vision tout à fait exacte et prophétique. Et justement, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à propos de Beethoven et Wagner, ou Beethoven et les autres, parce que justement, c'est tout à fait étonnant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre en dehors de ceux de Beethoven, mais ce qui est tout à fait incroyable, c'est que quand on connaît bien Beethoven et qu'on écoute bien son œuvre, on entend déjà Wagner dans le 14e quatuor, dans le mouvement lent du 12e, Mahler dans le prélude, le préludium de la Missa Solemnis, on entend Bartók, donc on entend Schubert dans les trios opus 70 numéro 2. Donc Beethoven, en fait, il a anticipé l'évolution de la musique, je le disais, parce que les compositeurs se sont inspirés de sa façon de penser, mais il se trouve que Beethoven a pensé par avance leur esthétique. Ça, c'est tout à fait incroyable. Et donc, c'est aussi un cas unique dans l'histoire de la musique. Je sais que on peut me reprocher mon monothéisme musical, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une grande admiration pour Mozart et pour Wagner et pour Bach, bien sûr. Je pense que les géants de la musique, enfin, la grande trilogie, c'est Bach, Mozart, Beethoven. Wagner, c'est très, très intéressant aussi, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a une dizaine de compositeurs majeurs. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que aussi Beethoven s'inscrit dans le fil de l'histoire. Donc, il a été influencé par Haydn, par Mozart, mais aussi par des compositeurs bien plus anciens, par des polyphonistes du XVIIe siècle, même par les musiques très anciennes comme les modes grecs. Et donc, il est dans le flux d'histoire à un moment unique et il a vraiment réussi à synthétiser tout ce qui s'était fait en lui et à se projeter dans l'avenir. Alors, je m'excuse parce que je me suis éloigné de la question que j'ai oublié. Sur Victor Hugo, la vision de Victor Hugo sur Beethoven. Ah oui, j'ai répondu sur la citation, c'est un peu facile comme réponse, mais effectivement, je pense que Victor Hugo, qui n'aimait pas beaucoup la musique en général, était assez fasciné par Beethoven, comme beaucoup d'écrivains. Balzac aussi. Si vous vous rappelez la fin de César Birotteau, Balzac écrit une page admirable sur la 5e symphonie. Donc, en gros, tous les grands écrivains, ne parlons pas de Proust, Proust passe son temps à parler des voitures de Beethoven dans la recherche de temps perdu. Donc, l'influence de Beethoven a influencé non seulement les musiciens, mais a influencé les écrivains, certains peintres, certains cinéastes. Donc, ce serait aussi un sujet intéressant. Et bien sûr, tous ces gens-là étant dans une perspective européenne. Parce que Victor Hugo, c'est aussi ce qu'on peut dire, c'est que Victor Hugo est peut-être de tous les romanciers français du 19e, celui qui avait le plus l'esprit européen. Il a vraiment écrit des choses très fortes sur le sujet, alors que la plupart des autres romanciers français de l'époque étaient vraiment franco-français. Et même Proust, dont je parlais, était aussi franco-français. Mais Victor Hugo avait une dimension européenne comme Beethoven. Donc, ils se rejoignent comme étant deux géants d'une part, avec une sorte de sentiment de solidarité humaniste, et puis une vision très généreuse de l'art. Merci beaucoup. Si je peux rajouter quelque chose sur Bien Victor sûr. Hugo, car c'est intéressant que Victor Hugo va se retrouver dans les salons de Pauline García-Viardot à Bougival, donc cette villa que nous avons préservée grâce à la mission Berne, le loto du patrimoine et Europa Nostra. Donc, nous, aujourd'hui, dans ces salons qui vont être ouverts l'année prochaine, autour de cette femme extraordinaire, aujourd'hui malheureusement oubliée, qui a été Pauline García-Viardot, et qui, d'une certaine manière, est l'héritière de Beethoven.
c'est là où il y a des discussions entre des artistes, des politiciens, des historiens et Victor Hugo. Et de là partira ce texte fondateur aujourd'hui de l'Union européenne, qui sont les États-Unis d'Europe, et qui ont été écrits donc par Victor Hugo après ces discussions chez Pauline Viardot. Donc, autour de la musique, car dans toutes ces discussions, il y avait toujours la musique. Merci beaucoup et c'est très bien parce que vous ouvrez sur le prochain sujet de quelques questions que nous avons reçues également qui portent sur la connaissance de la musique en Europe et l'enseignement de la musique. Donc notre auditeur Sébastien Salazar nous demande ne pensez-vous pas que nous sommes coupables d'un manque d'enseignement de la musique européenne dans son ensemble? N'y a-t-il pas un axe de politique publique à explorer pour améliorer l'enseignement de l'histoire de la musique européenne dans l'enseignement public de manière plus générale? Peut-être, Monsieur Chaminet, je vous laisse réagir à ce commentaire, à cette question. Je ne peux être que d'accord avec ce que Monsieur vient de nous lancer comme question. C'est évident. C'est évident que la musique aujourd'hui doit faire partie de l'enseignement depuis la crèche jusqu'à l'université. Il ne faut pas oublier que la musique était un des 4 piliers des études générales, donc qui sont devenues les universités au Moyen Âge. Et la musique est pas simplement le fait de connaître son histoire, mais aussi de la pratiquer. Car la musique est lien, et à chaque fois que je me suis vu confronté dans des situations parfois dramatiques comme au Moyen-Orient, de voir combien la musique peut devenir lien, c'est extraordinaire. Et là, je fais une petite parenthèse parce que c'était l'Ode à la joie. Devant moi, 150 filles et garçons jouant le oud et le kanoun sous le ciel de Damas en 2012, peu de temps avant le début de la guerre. Ces enfants que nous avions accompagnés dans une éducation musicale, ces enfants m'ont joué l'Ode à la joie de Beethoven. Et là, je peux vous dire que j'ai compris la force du message de Beethoven. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions pour cette fois, même si d'autres questions ont été soumises par les participants. Je cède donc la parole à Sébastien Maillard pour sa conclusion. En effet, nous sommes impatients d'entendre cette ode à la joie que nous allons donc écouter un extrait pour finir ce très riche webinaire, très riche échange. Permettez-moi de remercier nos 3 intervenants, Bernard Fournier, Georges Chaminet et Rui Vieira-Neri pour leurs éclairages et aussi pour la passion avec laquelle vous nous avez transmis ce qui vous anime. Je sais que voilà, écouter Beethoven donne à voir l'Europe comme seule peut-être la musique donne à voir. Je voudrais pour terminer citer quelqu'un qui est pas très loin de l'Europe mais qui a bien compris la force de la musique, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela disait « La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. » Je crois que l'Europe, le sentiment d'appartenance à l'Europe peut être renforcé par la musique. La puissance de la musique de Beethoven, je pense, nous défie de faire l'Europe. D'ailleurs, on parlait de Victor Hugo, de plusieurs personnes. Et bien, Robert Schumann, un des pères fondateurs de l'Europe, on le sait, écoutait beaucoup de musique et il en jouait aussi. Donc, on peut effectivement espérer que la musique nous inspire à faire l'Europe et nous inspire à retrouver cet esprit de fraternité. Merci à la Fondation Gulbenkian pour son soutien et merci à Mathieu Meunier pour la mise en œuvre réussie de ce webinaire musical. Merci d'avoir été si nombreux à le suivre. Comme je disais, vous retrouverez la note passionnante de Bernard Fournier sur notre site. Elle existe d'ailleurs aussi en français et en anglais. Et vous pourrez aussi, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, ou si vous voulez inviter d'autres personnes à suivre ce webinaire, le retrouver sur notre site pour le suivre en différé. Voilà, donc nous allons nous quitter forcément en écoutant l'Ode à la joie, donc l'extrait du 4e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Et je crois que Georges Chaminet, peut-être, vous aurez le mot de la fin pour nous en dire juste quelques mots très brièvement, on en a déjà beaucoup parlé, mais de ce que nous allons entendre. Je vais peut-être me répéter, je vais simplement souligner le fait et que cette ode à la joie, c'était
une genèse qui venait depuis la jeunesse de Beethoven. Il en a essayé plusieurs fois et en 1824, il nous offre, lui-même dirigeant, le 7 mai, si ma mémoire est bonne, 1824, à Vienne. Il est complètement sourd. Il va finir en dirigeant tout seul car il y a une ovation absolument extraordinaire. L'orchestre s'est déjà arrêté, mais il continue de diriger. Mais ce qui pour moi est absolument fondamental et qui est passé très souvent à l'oubli de la part des musicologues, c'est le récitatif qui précède, que j'ai eu la joie de chanter beaucoup de fois et qui précède l'Ode à la joie. Ce sont les mots de Beethoven. Et dans une sorte de cacophonie, entre guillemets, qui s'installe dans l'orchestre, le baryton se lève et il dit « Freunde, nicht diese Töne ». Mes amis, plus jamais de cette tonalité. Changeons de tonalité. Et là, il introduit l'Ode à la joie. Alle Menschen werden Brüder, que tous les hommes soient des frères. Et je pense que c'est là le grand message de l'Europe, déjà de retrouver la fraternité à l'intérieur d'elle-même, car c'est comme cela qu'elle donnera la fraternité universelle. Merci beaucoup. Merci.